Quand j'étais petit, il y avait une chanson que j'adorais répéter entre mes dents en douce, surtout quand il fallait se lever dans les nuits noires d'hiver, congelées pour aller à l'école. Vous vous en souvenez peut-être, écoutez. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Cette chanson d'Henri Salvador m'a toujours frappé par sa logique implacable. Ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds, mais faut reprendre le boulot. Et tous ensemble là, le travail c'est la santé. Désolé, je sais que maintenant vous allez garder cette scie dans un coin de votre tête, au moins jusqu'à la fin de la journée. Bon, mais finalement, tant mieux, parce que c'est justement le thème de cette chronique. Comment sortir de l'impasse que nous connaissons tous, surtout dans nos jobs dits intellectuels, comment réussir sans s'épuiser. J'ai trouvé un bouquin qui non seulement donne une analyse neuve de notre monde en burn-out géant, mais qui donne en plus une série d'idées concrètes et immédiatement applicables. Alors prenez un thé, une madeleine, ce que vous voulez, asseyez-vous confortablement, ceci est une chronique résolument optimiste. Cette semaine, je vous ai parlé dans un article d'un CEO qui s'apprête à remettre ses salariés au régime de la pointeuse, ou assimilé, en interdisant tout télétravail et en imposant le retour au bureau pour tout le monde. Pour moi, vu de ma fenêtre, en voulant régler des problèmes d'organisation, il risque d'en créer des beaucoup plus graves, démotivation, colère rentrée chez tout le monde et fuite des meilleurs cerveaux loin de sa boîte. Au fond, toutes ces valses hésitations autour du télétravail, du droit à la déconnexion, mais pas trop quand même, tout ça, c'est la manifestation d'un problème bien plus profond. Les entreprises ne savent toujours pas comment évaluer la productivité d'un salarié dit intellectuel. Elles se rendent bien compte qu'il n'est pas possible d'appliquer les mêmes grilles que dans une usine ou dans un champ de patates. Mais en même temps, il y a encore des entreprises, et nous en connaissons tous, qui comptent par exemple le nombre de rendez-vous clients de leurs commerciaux pendant la semaine. Depuis 20 ans que je passe dans les sociétés, j'entends les mêmes débats entre qualité du travail contre sa quantité. Le problème, c'est que pour estimer la quantité du travail dans des métiers qui produisent de l'intangible, on en est souvent réduit à mesurer le temps passé au boulot. Ce qui est la mesure d'un bon professionnel, c'est le temps passé en réunion, à répondre à des mails, à des Slack, à des messages, etc. C'est aussi, inversement, le peu de temps passé à déjeuner, à dormir, à prendre des vacances et à faire autre chose. La fin de la boucle, c'est un cerveau en béchamel, des centaines d'heures cramées à commenter et à répéter ce qui est fait plutôt qu'à créer du neuf, et un sentiment d'épuisement et de dégoût qui s'achève en burn-out. Aujourd'hui, je veux vous parler de Cal Newport. C'est un ancien du MIT, il est professeur d'informatique à l'université de Georgetown et il a aussi écrit certains des bouquins les plus intelligents que je connaisse sur le monde du travail actuel et sur les moyens de le réinventer. Je viens de finir Slow Productivity, The Lost Art of Accomplishment Without Burnout et je vous le recommande vivement. Dans ce livre, il analyse ce qu'il appelle la pseudo-productivité, cette mesure de l'efficacité en temps passé à bosser, quel que soit le résultat des tâches que nous effectuons. Il montre que cette pseudo-productivité des métiers intellectuels est en fait le dernier avatar d'un phénomène commencé il y a 1200 ans environ, lorsque nous avons définitivement abandonné notre mode de vie chasseur-cueilleur. Alors que, pendant près de 300 000 ans, nous avions vécu des journées de travail discontinues, avec de longues pauses de repos, de longues périodes d'attente au milieu de périodes d'activité, par exemple en chassant, en pêchant ou en cueillant,
Le passage à l'agriculture a marqué l'avènement des journées de travail continues, avec des pauses toujours plus courtes et toujours au même moment. Pendant un certain temps, notre culture a conservé des moments de break plus forts, plus importants, avec en particulier les fêtes saisonnières, les fêtes religieuses, les carnavals, pour briser cette nouvelle monotonie dans le travail. Avec la révolution industrielle, on est monté encore d'un cran. Le calendrier festif du monde agricole passe à la benne et Marx invente son concept d'aliénation, en allemand Entfremdung, un mot qui, mot à mot, voudrait dire éloignement, mise à distance, entre autres, du rythme naturel du travail. Alors, pendant un moment, les syndicats, les lois parviennent à contenir la durée du travail, jusqu'à l'apparition de ce que les Américains ont appelé le knowledge work, le travail de la connaissance, travail intellectuel, secteur tertiaire, bref, tout ce qui n'est pas travail manuel. Et ce que remarque très justement Cal Newport, c'est que dans cette nouvelle usine invisible, nous n'avons pas de législation ou de syndicat pour identifier clairement les aspects les plus épuisants de cette nouvelle forme de travail, ni pour en fixer les limites. Les 35 heures, ça n'a jamais empêché des gens de se tuer à la tâche. Rajoutez à ça le fait que les machines, après avoir chassé l'homme des travaux manuels, semblent sur le point de les chasser d'un certain nombre de travaux intellectuels, et vous obtenez des humains qui ont parfois l'impression que leur seule raison d'aller au boulot, leur seule valeur ajoutée, finalement, c'est d'enchaîner les réunions et de pousser des mails pour organiser d'autres réunions. Cal Newport est déjà assez intéressant et assez décalé dans son analyse du problème. Mais là où il devient vraiment intéressant, c'est lorsqu'il passe aux solutions. Il propose de retrouver la vraie productivité humaine, ce qu'il a baptisé slow productivity, productivité lente, ce qui ne veut pas dire productivité inférieure, bien au contraire. Et cette slow productivity s'appuie sur 3 piliers. Faire moins de choses, travailler sur un rythme naturel et être obsédé par la qualité. Alors ne commencez pas à foncer le nez en vous disant « d'accord, facile à dire, encore un mec qui connaît pas la vie en entreprise, surtout dans mon entreprise, c'est normal, c'est un prof de fac ». Je vous promets que ce qu'il propose, c'est du bon sens et que c'est applicable au moins en partie, quel que soit votre job, dans les secteurs non manuels. Je vais vous donner quelques exemples. Commençons par le premier pilier, faire moins de choses à la fois. Il montre magnifiquement comment aujourd'hui nous en sommes arrivés à avoir besoin de nous sentir débordés et au bord de l'explosion pour nous autoriser à dire non à une réunion de plus, un projet de plus et un Zoom de plus. Avant tout changement, la première chose, c'est de prendre conscience de ces règles non écrites et du fait que nous sommes beaucoup plus durs avec nous-mêmes que nous n'oserions l'être avec qui que ce soit. Ensuite, nous pourrons appliquer par exemple son idée de limitation en cascade. Limiter drastiquement le nombre de missions dans notre job, c'est comme des super projets à l'échelle de plusieurs années. Et la suggestion que je vous propose, c'est réfléchissons à mon job, c'est quoi? Quelle est la marque que je veux laisser dans cette entreprise? Si je devais partir dans 2 ou 3 ans, quelle est la chose ou les 2 choses que je voudrais avoir finies? Pas plus que 1 ou 2 choses. Une fois que nous aurons défini ces missions, ça nous permettra de limiter le nombre de projets, c'est-à-dire de tâches sur plusieurs jours au moins, au service de ces missions. Et enfin, 3e niveau, de limiter le nombre de tâches quotidiennes. Cal Newport donne ensuite plein de conseils ultra concrets pour automatiser certaines tâches, augmenter les rendez-vous en live pour mieux se synchroniser, se décharger sur d'autres personnes et les faire un peu plus bosser, bref. Vous lirez ça dans le chapitre 3 de la seconde partie. 2e pilier qui personnellement m'a beaucoup plus marqué, travailler sur un rythme naturel. Son idée centrale, c'est d'accepter que les vraies créations, ça prend du temps. Dans un monde qui est obsédé par la rapidité et où aujourd'hui on obtient des réponses en un clin d'œil de ChatGPT, nous avons oublié que tous les grands penseurs, les artistes, les scientifiques mettent des années, voire des dizaines d'années, avant de publier une œuvre qui marque les esprits. Et nous continuons à entretenir le mythe du génie frappé par une illumination brutale et accouchant d'œuvres magiques en quelques nuits avant de mourir à 27 ans, comme le nom du fameux club avec bourré de rockers morts trop jeunes.
C'est évidemment une infime minorité, très récente en plus dans notre histoire, et qui confirme au fond la règle fondamentale que créer et inventer, ça prend du temps. Dans nos entreprises, nous ne pourrons bien sûr pas dire à notre boss « je pars 3 mois en vacances pour recharger mes batteries créatives ». Mais de plus en plus de groupes, de sociétés proposent effectivement à leurs salariés de faire des breaks, plus ou moins longs, et à chaque fois, elles constatent un boost dans la créativité des personnes concernées. Bon, si chez vous c'est pas possible, tout n'est pas perdu, rassurez-vous. Il y a beaucoup d'autres moyens de se donner de l'air. Cal Newport conseille par exemple de doubler systématiquement le temps que nous estimons pour la réalisation d'un projet. Il montre, et je trouve ça très intelligent, que notre espèce a enregistré au cours de 300 000 ans d'existence le temps nécessaire pour faire 2 km à pied ou pour récolter les fruits d'une plante. Mais elle est encore assez nulle pour estimer le temps pour un projet créatif. Et donc, augmentons. Il recommande aussi de bloquer du temps pour soi dans nos agendas. Alors, c'est pas le seul auteur qui dit ça, je vous en ai déjà parlé, mais j'aime bien sa méthode. Chaque fois que vous acceptez une réunion, bloquez un temps équivalent pour vous le même jour. Et j'aime aussi beaucoup sa proposition d'être plus doux avec nous-mêmes et de ne pas instantanément nous flageller lorsque nous n'arrivons pas à tenir un plan. Vous verrez, il y a encore plein d'autres idées très concrètes et très novatrices sur la manière de retrouver un rythme qui soit plus dans notre nature d'être vivant. Dernier pilier de la slow productivity, se focaliser uniquement sur la qualité, le mettre au-dessus de tout. C'est probablement la partie qui est la moins pratico-pratique. En revanche, c'est la partie dans laquelle il raconte les histoires de certains artistes, en particulier dans le domaine musical. Par exemple, une artiste, je l'avoue, j'ai honte, que je ne connaissais pas, j'ai commencé à l'écouter, je trouvais ça génial, qui s'appelle Jewel, J-E-W-E-L, me jetez pas des cailloux, je suis sûr que vous connaissez. Le lancement de sa carrière et comment elle a refusé des avances de plusieurs millions de dollars pour privilégier une croissance lente et privilégier la qualité de sa musique, ou bien des exemples de Alanis Morissette, des exemples de certains albums des Beatles. Bref, c'est absolument passionnant. Et il donne une définition que je trouve très utile et très encourageante, alors que justement je suis moi confronté à la difficulté de lancer des choses neuves et différentes. Il écrit « Soyez obsédés par la qualité de ce que vous produisez, même si cela signifie rater des opportunités à court terme. Et utilisez la valeur de ces résultats pour gagner de plus en plus de liberté dans vos efforts à long terme. Travailler sur moins de choses à la fois, travailler à un rythme naturel, ce sont des moyens pour nous permettre de faire des choses de qualité. Sans virer dans le perfectionnisme, bien sûr. Et pour cela, il donne une règle là aussi très simple. Focalisons-nous sur créer des choses de suffisamment bonne qualité pour obtenir l'attention de ceux qui nous importent, mais sans nous obliger à faire des chefs-d'œuvre. En fait, il s'agit de faire de son mieux, une chose à la fois, en prenant notre temps et en refusant de faire toujours la même chose. Très bonne semaine.